Mesdames, Messieurs, bonsoir. La 15e conférence des parties sur la désertification et la sécheresse COP15 s'est achevée le 20 mai dernier à Abidjan. Durant 2 semaines, des experts venus du monde entier ont planché sur ces problématiques. Pour quels résultats? Ce soir, nos invités qui ont contribué à leur manière à sa mise en œuvre, nous allons donc échanger avec ces invités et je me fais fort de vous les présenter. Sur ma gauche, Monsieur le ministre assis. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Bienvenue donc dans cette émission qui est un bilan de la COP15 et surtout qui va parler de ses perspectives. Vous êtes ministre de l'Environnement et du Développement durable. C'est bien cela? Bien sûr, c'est ça. À ma droite, le président de la COP15, Monsieur Alain Richard Donvaï. Alors, je ne sais pas si Monsieur le ministre, Monsieur le Président, comment je vous appelle? Président, c'est très bien. Président, c'est très bien. Bonsoir, Président. Vous avez été élu le 11 mai 2022 comme président de la COP15. Nos félicitations. Merci. Et puis, merci d'être là. Le PCO de la COP15, Monsieur Abou Bamba, bonsoir. Bonsoir, madame. Et merci d'être parmi nous. Merci de m'avoir invité. Et bien sûr, comment avoir une émission bilan sur la COP15 et parler des perspectives sans les médias? Félix Boni, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes journaliste éditorialiste et vous êtes aussi très pointu sur les questions environnementales. Absolument. C'est cela. Absolument. Merci à tous d'être là. Alors, le premier arrêt de cette émission, c'est un état des lieux. Et nous regardons cet élément, c'est un papier libre réalisé par Ahmed Traoré et nous en parlons sur ce plateau. Parvenir à un accord commun entre les 196 États représentés pour lutter contre les sécheresses et les vents de sable. C'est l'un des grands enjeux de la COP15 sur la désertification. Selon un rapport de l'ONU publié le 11 mai 2022, en 20 ans, le nombre et la durée des sécheresses ont augmenté de 30% dans le monde. Les sécheresses ont causé la mort de 650 000 personnes dans le monde depuis les années 1970. L'Afrique est particulièrement vulnérable, mais aucun continent n'est épargné. Le changement climatique promet des épisodes plus fréquents et plus longs. Il faudra donc fédérer les énergies pour lutter contre la grande avancée de la sécheresse. Cette année, celui qui prend les rênes de la COP15 pour un mandat de 15 ans est l'Ivoirien Alain Richard Donvaï. De nombreux efforts ont été faits depuis la COP14, mais il reste encore beaucoup à faire. Une action urgente, globale et concertée est nécessaire pour éviter d'aggraver la dégradation des terres face à des situations de crise complexes, à la croissance démographique et à une consommation sans précédent et une économie de plus en plus mondialisée. L'engagement de tous pour une réponse commune aux problématiques mondiales. Les problèmes demeurent, même si les pluies restent constantes ces 10 prochaines années. Avec la hausse des températures, il y aura quand même moins d'eau au sol et l'on n'aura plus de sécheresse parce que l'eau s'évaporera plus facilement, y compris dans les canaux d'irrigation, alors que les plantes en auront besoin pour leur survie. Les États doivent mieux se préparer, économiser l'eau, restreindre son accès aux secteurs essentiels en cas de sécheresse, mais également anticiper et préparer le terrain. Alors, merci à Ahmed Traoré pour ce papier libre. Je rappelle, Président, que vous êtes élu pour un mandat de 2 ans. Alors, première réaction justement, après avoir suivi ce papier libre, ce qui a été dit. Je pense que l'essentiel a été dit en parlant de sécheresse, oui, qui touche non seulement nos États, mais aujourd'hui tous les États, tous les pays, aussi bien ceux qu'on appelle sous-développés ou en voie de développement, que les pays développés. Donc il y a urgence à agir maintenant pour éviter des catastrophes qui vont toucher l'ensemble de la planète. Alors, Monsieur le ministre, on parle d'environnement. Il y a, au regard de ce qu'on lit, ce qu'on entend, un danger, il y a des inquiétudes. Vous qui êtes ministre de l'Environnement et du Développement durable, quel commentaire sur ce sujet que nous venons de voir? Vous savez, le ministère de l'Environnement, il y a une politique environnementale en Côte d'Ivoire. Oui. Et cette politique environnementale s'appuie sur des piliers. Lesquels? Alors, d'abord, c'est la protection des parcs et réserves. Vous savez, la Côte d'Ivoire a cette vertu donc à conserver une partie de la forêt qui a été déclassée donc en parcs et réserves. Donc nous avons 17 parcs et réserves en Côte d'Ivoire
et 3 réserves donc volontaires. Vous savez, vous en tant que privé, vous pouvez donc demander à l'État de Côte d'Ivoire de constituer donc une réserve volontaire. Et donc l'État de Côte d'Ivoire met en œuvre et cette réserve est constituée. Alors les 17 réserves, parcs et réserves permettent donc pour une superficie à peu près de 2 181 000 c'est énorme. Ah oui, hectares, qui représentent à peu près 6,6% donc du territoire ivoirien. C'est une politique donc qui permet de réduire donc l'effet carbone. Donc il y a de l'espoir à ce niveau. Ah bien sûr, il y a de l'espoir à ce niveau parce que vous savez, il faut conserver la forêt. Oui. Donc, pour réduire donc, les émissions de gaz. Tout à fait. Alors, Monsieur Bamba, vous êtes PCO donc, de la COP15. On a suivi cet élément. C'est vrai qu'on parle d'urgence, mais on parle aussi d'espoir. Quel est votre commentaire par rapport à ce qui nous a été dépeint tout à l'heure? Le commentaire que j'ai, c'est que votre élément vidéo là, vraiment campe bien le décor pour 2 raisons fondamentalement. La première, c'est que ça fait de la désertification et de la dégradation des sols un problème humain. On dit dans le documentaire qu'il y a 650 000 personnes qui ont perdu la vie depuis les années 70. Et ça, c'est important. Nous tous qui travaillons dans l'environnement, dans le développement, la première chose, la plus importante, c'est les hommes et les êtres humains. Et ce qui est le plus sacré, c'est la vie. Oui. Et que si la désertification entraîne mort d'homme, ça veut dire que c'est quand même particulièrement important. Et on a campé le décor, les êtres humains, la baisse de production agricole, les animaux qui n'arrivaient plus à se lever, l'évaporation des ressources en eau. Donc c'est toute une symbolique, c'est tout un système en tout cas de problèmes qu'on a réussi à mettre dans le documentaire et qui de mon point de vue en tout cas reflète clairement la réalité des 40% des habitants de la planète qui sont concernés par ce problème de désertification et de dégradation des sols. Alors être concerné par justement cette question, c'est une problématique que les médias soulèvent. Alors quel est votre commentaire par rapport justement à cela? On parle de 650 000 personnes depuis les années 70, nous sommes en 2022. Alors, est-ce dire que les médias n'ont pas interpellé? Mais vous savez que la question de la lutte contre le phénomène de la désertification devient de plus en plus un phénomène d'actualité. Quand on parle des années 70, quelle était la puissance des médias? Je crois qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes passés à la pluralité de la presse à partir des années 90. Donc, vous imaginez de 70 à 90, il y a 20 ans de gap où les médias n'avaient pas véritablement cette mission de sensibilisation. Je dirais aujourd'hui que si nous passons des années 80 à 90, on avait une population en Côte d'Ivoire qui était quand même un peu limitée. Et la Côte d'Ivoire, c'était le pays dont le développement reposait sur l'agriculture. Donc, c'était la course aux grandes surfaces cultivables. Mais aujourd'hui, les défis sont énormes et nous, les médias, nous avons un grand rôle à jouer et nous allons jouer effectivement notre rôle à travers la sensibilisation. Mais je dirais que même, on a des organisations de médias pour la lutte contre pour les questions environnementales. Nous en parlerons lorsque nous parlons des solutions. Donc, pour ce qui est de notre mission, je crois que nous allons être de grands relais pour la sensibilisation parce qu'aujourd'hui, la question environnementale est une question primordiale en termes de survie de l'humanité parce que quand vous parlez si on parle de la Côte d'Ivoire qui, dans les années 1900, avait plus de 16 millions d'hectares de forêt, qui en a perdu plus de 13 millions. On est à 2,9 millions maintenant. Vous imaginez que nous sommes maintenant à 24 millions d'habitants qui doivent se nourrir. Où trouver la nourriture? On va encore mettre la pression sur les terres. La pression sur les terres et aussi, ce n'est pas une pression, hein, Président, mais vous avez une responsabilité. Vous avez un plaidoyer à porter pendant 2 ans. Alors, on parle argent. 2,5 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour l'initiative d'Abidjan. C'est bien cela? C'est plus que 2,5 milliards de dollars. Et en CFA 1500 milliards. Alors, c'est plus que ce que vous attendiez. Qu'est-ce qui a pesé en réalité dans le fait que ceux qui accompagnent la Côte d'Ivoire aient été plus généreux? Là, vous parlez de l'initiative d'Abidjan, qui est l'Abidjan Legacy Programme, qui était un programme initié par le chef de l'État, le président de la République, donc qui concerne la Côte d'Ivoire, qui ne concerne pas toute la COP, mais qui concerne la Côte d'Ivoire. Et ce programme-là doit aider à servir, je dirais, de modèle, d'exemple. D'accord. Pour l'humanité, pour en tout cas tous les pays qui ont ce genre de difficultés et qui doivent arriver à préserver leurs terres tout en modernisant
leur agriculture et permettre que cette agriculture-là soit inclusive et qu'elle permette aux planteurs, aux agriculteurs de gagner plus d'argent, de se nourrir, mais d'avoir des revenus décents. Alors, pourquoi il y a eu plus que demandé? Oui. C'est peut-être parce que l'appel a été entendu, a été bien entendu. C'est un sommet qui a vu la participation de plus d'une dizaine de chefs d'État. Et donc, les bailleurs, les institutions financières ont jugé que ce programme-là était bon. Ils ont adhéré à ce programme, ils ont entendu l'appel et je pense que cela va permettre d'être encore plus ambitieux dans le programme qui était prévu. Donc vous êtes fier de Bien sûr, le gouvernement ivoirien, je pense, a de quoi être fier et aura du travail en tout cas. Monsieur le ministre, vous aurez du travail. Alors aujourd'hui, donc après cette COP, on parle de cette fierté parce que cette COP a été portée et soutenue par le président de la République, le Premier ministre, par le gouvernement, par en réalité tout le monde. Alors, quel sentiment justement à 2 semaines après la fin de cette COP? Comment le ministre de l'Environnement et du Développement durable se sent? C'est une satisfaction morale. Et parce que... Pas de pression? Oui, peut-être un peu, mais il faut dire que c'est une satisfaction totale. Ce n'était pas du tout évident donc, d'organiser un si grand événement mondial. Aujourd'hui, on est satisfait. On est satisfait, même si dans toute organisation, il peut y avoir des ratés. Mais il faut dire que pour un tel événement qui a été porté par le chef de l'État, vous avez vu qu'avec la présence du chef de l'État, le premier jour, le sommet des chefs d'État, et le 3e jour, il était encore présent. Et tous les membres du gouvernement étaient là. On ne peut pas demander mieux que ça. Donc, c'est quelque chose qui a été porté par l'État de Côte d'Ivoire, par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et donc, je ne doute point que les décisions qui ont été prises puissent être mises en œuvre. Vous avez vu, les bailleurs se sont intéressés à la chose parce que c'est quelque chose qui a été préparé en amont. Le comité scientifique a travaillé sur ce document. Et il y a eu des va-et-vient entre le comité scientifique, les Nations Unies et les bailleurs du fonds, qui ont pris connaissance du document. Oui. Et donc, ils ont vu que c'était un programme très ambitieux pour régler la question environnementale en Côte d'Ivoire. Parce que c'est vrai que toutes les décisions qui sont prises sont des décisions de façon générale. Au cours d'une COP, c'est des décisions générales qui sont prises, mais de façon spécifique, la Côte d'Ivoire a voulu laisser un héritage. Un héritage que la Côte d'Ivoire veut laisser. Alors, monsieur PCO, monsieur Aboubamba, satisfait de cette organisation? Vous avez été au four et au moulin. Pendant combien de temps vous l'avez préparé d'ailleurs, jusqu'à ce qu'on arrive à ce 9 mai que tout le monde attendait? Écoutez, on a eu à peine 6 mois, monsieur le ministre est là, on a eu à peine 6 mois, alors qu'en général, c'est 1 an et demi, 2 ans qu'on a préparé une COP. Donc, vous imaginez un seul instant la pression. Oui. C'était difficile, mais c'était exaltant. À la fin, nous saluons tous, mais je peux vous dire qu'on est passé par pas mal de chemins. Mais on a quand même cette satisfaction et cette fierté collective-là de tout le comité d'organisation, tout le gouvernement, le chef de l'État en premier, d'avoir abouti à ce résultat-là. Parce que n'oubliez pas que nous sommes rentrés dans l'histoire, la Côte d'Ivoire est rentrée dans l'histoire. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'on a une manifestation d'une telle ampleur, qu'on reçoit 7500 personnes pendant 2 semaines, un nombre de 196 pays, ce nombre de chefs d'État. Et puis, moi-même, pour avoir, dès le départ, sous les instructions de Monsieur le Président de la République et du Premier ministre et des membres du gouvernement, travaillé en tant que négociateur du Abidjan Legacy Programme, mais c'est une triple satisfaction qu'on demande seulement. Nous, on avait fait effectivement tous les papiers, tous les calculs pour demander 1,5 milliard de dollars. On a eu 2,533 dollars en milliards, pardon. En milliards. Donc, c'est une très grande satisfaction. Nous sommes très contents. Et c'est d'autant plus heureux que c'est parce que nous avons à la tête de ce pays un individu, un chef de l'État qui jouit d'une crédibilité, une très grande confiance à l'extérieur qui a fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on arrive à ce résultat-là et nous en sommes très satisfaits. Donc aujourd'hui, tout va bien. Félix Bonny, vous avez un regard, c'est vrai, peut-être un peu, pas lointain, mais vous avez du recul par rapport aux membres du gouvernement, par rapport au président de la COP. Quel est votre regard justement sur cette COP? Parce que certains journalistes l'ont qualifiée de COP de l'Afrique, et puis d'autres ont été jusqu'à dire que c'est une COP des pauvres.
Tant mieux si c'est une COP des pauvres et que ça pourra permettre de trouver des solutions au problème des pauvres, c'est tant mieux alors. Donc, mais je dirais que quand monsieur le ministre de l'Environnement dit que la pression est moindre, je me dis maintenant, c'est maintenant que la pression va commencer. Parce que tous nos regards seront tournés vers vous, monsieur le ministre. Et quand je dis tous nos regards, c'est toute cette jeunesse qui s'est mobilisée pendant cette COP, c'est toutes ces femmes. Il y a eu un caucus des femmes et ces femmes qui vont s'engager désormais pour la question de l'environnement. Vous avez parlé tantôt des parcs, mais les parcs en Côte d'Ivoire, il y a des parcs qui n'existent que de nom, monsieur le ministre. Il y a des parcs qui sont perforés, j'allais dire pénétrés par des populations qui y font. C'est-à-dire, vous passez au bord du parc, c'est une forêt, mais à l'intérieur, c'est clairsemé parce qu'ils sont des plantations. Et il va falloir résoudre tous ces problèmes. Si on a pu avoir tous ces financements, c'est parce que la question environnementale, que ce soit même dans un État, ça touche tout le monde. Parce que quand on respire bien, quand il y a une forêt de Banco, c'est pas seulement la pluie, et il ne pleuvra pas seulement pour Abidjan. C'est aussi on parlera justement de ces questions parce que je pense qu'il y a des initiatives qui ont été prises par le ministre de l'Environnement et nous en parlerons lorsqu'il s'agira de solutions parce qu'il y a aussi une responsabilité de nous les hommes par rapport à cette dégradation de l'environnement. Monsieur le Président de la COP 15, il y a des engagements phares, par exemple avec l'accélération de la restauration d'1 milliard d'hectares. Vous me direz si c'est exact? C'est exact, oui. Alors, quel est le schéma directeur pour y parvenir? Les pays ont pris des engagements. Oui. Donc, ils ont des politiques à mener. Il y en a qui ont déjà leur politique bien ancrée, et qui est mise en œuvre, pour laquelle parfois il faut des financements additionnels. C'est bien pour cela que ces COP-là servent à faire un appel aux bailleurs de fonds. Mais il faut s'assurer que les politiques de chaque pays nous amènent à atteindre les objectifs qui sont visés. Donc c'est une responsabilité pour chaque partie. Il y a 196 pays plus l'Union européenne, mais oui. C'est une responsabilité pour tous. Et une responsabilité qui est collective. Vous savez, c'est pour cela que des COP telles que celle-là servent à faire en sorte que les pays soient solidaires, les partis soient solidaires. Mais comment on fait, comment on parle de solidarité, sachant que vous parlez de 196 pays plus l'Europe, chaque pays en réalité a ses priorités. Bien sûr. A des crises qui sont multiformes. Comment on réussit justement à faire en sorte que vous ne parliez que d'une seule voix par rapport à cet engagement après la COP 15? C'est cette prise de conscience. Je pense que c'est cette prise de conscience de chacun, et de tous à la fois, mais de chacun, pour se rendre compte que les problèmes sont liés. Vous savez, quand vous avez dégradation des sols, vous avez migration. Quand vous avez migration, vous avez surpopulation à certains endroits, vous avez des guerres, vous avez des ruptures de la chaîne alimentaire, vous avez l'insécurité alimentaire, donc tout est lié. À partir de ce moment-là où on a pris conscience de cela, on essaie de trouver des solutions qui sont communes. Et c'est pour cela qu'il faut trouver des solutions qui sont prises d'un consensus. C'est pour ça qu'il y a des négociations. Pour arriver à des consensus sur des solutions qui sont bonnes pour tous. Donc, il peut y avoir des achoppements, mais l'essentiel, c'est d'arriver à un consensus pour travailler ensemble et puis faire un bilan tous les 2 ans en ce qui concerne cette COP-là. Alors, Monsieur le Ministre, le président de la COP 15 parle de consensus. Alors, est-ce qu'à votre niveau, vous aviez à négocier avec vos pairs ou surtout des homologues, donc de façon transversale dans la sous-région, parce qu'il y avait 196 pays. Donc, sur cette COP, est-ce qu'il y avait des homologues à vous? Et dans les discussions, vous êtes arrivé à des consensus? Oui, bien sûr, vous savez... C'est pas difficile? Comme vous le dites très bien, vous savez, chaque pays a sa politique. Et tous les ministres qui étaient là, chacun est venu avec sa politique environnementale. C'est vrai qu'il y a un consensus sur l'essentiel, mais de façon spécifique, chacun a sa politique. Chaque pays a sa politique environnementale. Mais c'est des partages d'expériences. Et toutes les rencontres que nous avons eues avec certains ministres qui sont arrivés, nous avons ébauché un certain nombre de problématiques liées au sujet de la COP. Par exemple? Notamment la désertification, la dégradation des terres. C'est le sujet qui nous a réunis ici. Donc, ce sujet, nous avons débattu de ce sujet avec certains pairs, certains ministres qui étaient à cette COP. Et on est tombé d'accord sur le fait qu'il faut faire quelque chose de façon urgente pour restaurer les terres. Parce que si on ne fait rien d'ici, je ne sais pas combien d'années, mais d'ici... 2030, 2050. Il est évident que nous allons
perdre une grande partie de notre agriculture dans tous les pays. Parce que la base de l'agriculture, c'est la terre. Oui. Vous savez que la terre produit tout. Aujourd'hui, même les habits que nous portons, tout ce que nous portons sur nous, tout ce que nous mangeons, provient de la terre. Et donc, nous devons cajoler cette terre-là. Nous devons faire en sorte que cette terre soit vraiment notre amie. Et nous ne devons pas la détruire. Et donc, nous sommes tous tombés d'accord là-dessus. Et donc, quand on tombe d'accord sur ce type de principe, il y a des mesures à prendre. Et donc, c'est ces mesures-là qui ont été discutées lors de la COP. Le président de la COP a dirigé donc les débats et les gens sont arrivés à un consensus. Consensus, d'accord, mais monsieur le PCO, vous avez participé à des ateliers, débats, plénières. Alors, quelle est la rencontre qui vous a marqué? Peut-être avant de répondre rapidement, M. Boni disait tout à l'heure que l'environnement, c'est important, la COP des pauvres, la COP des riches. C'est moi qui ai parlé de la COP des pauvres. C'est ça, mais il a rebondi là-dessus. C'est pour dire que le paradigme sur l'environnement a changé fondamentalement. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'environnement de façon séparée. C'est l'environnement et le développement. C'est pour ça qu'on parle d'environnement et de développement durable d'ailleurs. Et pour un pays comme la Côte d'Ivoire, beaucoup de gens au début ont dit « Ouais, mais pourquoi est-ce qu'il veut organiser une COP sur la désertification dans un pays où on n'est pas vraiment concerné ?» Non, on est concerné. Il faut leur dire, nous sommes concernés. On est très concernés, et ce n'est pas l'écosystème terrestre uniquement pris individuellement qui est important, c'est les fonctions et les biens écosystémiques qu'ils fournissent à notre pays, notamment au niveau de l'économie, tout ce qui est agriculture. On parle de 30% du produit intérieur brut qui dépend de la terre. On parle aussi de 115% de nos exportations, notre balance des paiements. Vraiment, c'est l'alpha et l'oméga de notre existence, c'est au cœur même de notre ADN en tant qu'Ivoirien, en tant que nation. Je vais juste faire cette petite digression pour dire qu'on est au centre vraiment du... Qu'est-ce qui vous a marqué? Quel est le débat qui vous a marqué? Le débat, il y a eu effectivement pas mal de forats, de caucus des femmes, du business forum, du forum sur les jeunes, etc. Je veux dire que c'est le caucus sur le genre. Pourquoi? Le caucus des femmes qui m'a marqué. Pourquoi? Parce que ces femmes-là, la moitié de la population ivoirienne qui vivent dans les zones rurales, elles font un travail formidable. Elles se réveillent souvent, comme je dis, à 4 h du matin pour couper le bois, pour chauffer l'eau, pour aller travailler au champ et surtout pour produire ce que nous avons sur les marchés, tout ce qui est dans le vivrier. Et je pense qu'on observe, en tout cas avec les données en notre possession, qu'elles ne sont pas suffisamment rémunérées par rapport à la dureté, par rapport à la pénibilité de leur labeur. Et ce caucus du genre-là a permis effectivement de mettre en place un plan d'action qui, graduellement, va permettre à ces femmes-là d'être éduquées, d'augmenter leurs revenus, de pouvoir s'occuper de l'enfant, d'avoir une assurance santé et surtout avoir une retraite. Parce que ce n'est pas parce qu'on travaille dans un champ qu'on ne doit pas avoir une retraite. Donc c'est ça qui m'a réellement marqué. Et le développement, c'est comment on change la vie des gens. Et ça nous permettra de changer la vie des femmes, donc de la nation. Alors Félix, changer la vie des femmes et de la nation... on compte sur vous pour être ce relais et suivre, parce qu'il y a, c'est vrai, des décisions qui ont été prises. Maintenant, il faut les appliquer. Mais justement, c'est pourquoi il faut rassurer M. Bamba. Nul ne remet en cause l'intérêt de tout ce qui a été fait. L'environnement, aujourd'hui, la vie de l'homme, de l'humanité est rattachée à l'environnement. Je partage pleinement tout ce qui a été dit, mais ça n'empêche que dans la mise en pratique, la mise en œuvre de ce qui a été dit et de ce qui a été fait et de tout ce qu'on a entendu, je crois que la pression revient au ministre de l'Environnement, au ministre de l'Agriculture, au ministre des Eaux et Forêts. Et le président de la COP 15. Et bien entendu, comme le grand coordonnateur de toutes ces activités, le président de la COP 15, évidemment. Parce que j'ai écouté pratiquement toutes les conférences qui ont été dites là-bas, et quand j'ai entendu de l'agriculture mécanisée, il ne faudrait pas que ce soit de la théorie. Quand on sort de là, cette jeunesse qui vous regarde attend d'avoir des moyens mécanisés pour pouvoir continuer à produire, vivre de cette agriculture. Il y en a plein de jeunes qui sont allés là-bas à l'hôtel Ivoire, qui espèrent en sortant de cette COP saisir une opportunité. Et tous ces jeunes vous regardent. C'est pourquoi je dis la pression maintenant est sur nos membres du gouvernement, que nous allons regarder de près par rapport à la protection de notre environnement de façon globale et particulièrement de la question de la forêt. Personne ne peut dire que la Côte d'Ivoire n'est pas intéressée par la désertification.
peut-être que je suis certainement le plus jeune sur ce plateau, mais j'ai connu des zones de... Vous n'en savez rien. Peut-être, c'est pourquoi je dis peut-être. Félix. Mais j'ai connu cette Côte d'Ivoire que j'ai traversée en long et en large. Il y a des zones que j'ai connues très forestières. Quand vous rentrez dans ces zones, à certaines heures, c'est vraiment noir, pratiquement dans l'envie d'allumer les phares des véhicules. Mais aujourd'hui, quand vous traversez ces zones, c'est clairsemé. C'est-à-dire qu'on est tous menacés. Mais c'est un constat que je pense que tout le monde fait. Et c'est pour ça que nous, les médias également aussi, désormais, on va être regardant sur toutes ces questions, pas forcément pour vous critiquer, mais pour vous porter la bonne information, pour dire attention, il y a danger ici, il y a danger là, et puis ensemble, on va bâtir... L'engagement, il est pris sur ce plateau, 24 mai. Bien évidemment. Moi, ils m'auront en face d'eux ou avec eux, en face ou avec eux. Avec. En face ou avec. En face, si ça ne va pas, avec, si ça va, pour accompagner. Votre soutien sera très appréciable. Vous verrez mon soutien. Pour éduquer un peu les Ivoiriens. Tant que ça va dans le sens de l'humanité qui s'emportera mieux, vous aurez mon soutien, Monsieur le ministre. Président, vous êtes président donc, de la COP15. On a parlé d'emploi. Et vous avez justement dit que par rapport à cette déclaration finale, il y a une création d'emplois, surtout pour la jeunesse. Et c'est vrai que cette jeunesse, elle est venue, elle attend promesse. Mais comment, de façon concrète, cela peut se matérialiser? On vous regarde, hein? Oui, bien sûr. Bien sûr. D'emploi, vous savez, dans la transformation agricole qui doit s'opérer ici en Côte d'Ivoire et ailleurs, d'ailleurs, il y a beaucoup de métiers nouveaux qui vont être à la disposition de la jeunesse. De l'emploi vert, ce qu'on appelle l'emploi vert, mais aussi il faut qu'il y ait une transformation au niveau de la production agricole. Une production qui est durable, une production qui respecte les sols, mais une production qui n'est pas pour de la subsistance, mais pour avoir un revenu. Voilà, il faut donc on change de paradigme. Oui, on change de paradigme. C'est-à-dire qu'il faut faire de l'agriculture pour avoir un revenu. Pas seulement pour survivre ou bien pour manger, mais pour avoir un revenu. Cela met en œuvre un certain nombre de transformations au niveau... Vous savez, on a fait beaucoup de cultures extensives ici en Côte d'Ivoire. Oui. Il faut passer à la culture intensive, à une culture qui est mécanisée, qui est irriguée, mais qui est productive. C'est cela. On va utiliser moins de terre, on va produire mieux, produire de façon durable, et de nombreux métiers nouveaux vont être opérés avec une transformation. On parle depuis longtemps de transformer nos produits de base en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi aujourd'hui, nous sommes en 2022, nous sommes le 24 mai, Monsieur le Président de la COP. Oui. C'est vrai qu'on est tous face à cette réalité, mais pourquoi aujourd'hui, Monsieur le Ministre, pourquoi c'est aujourd'hui? Pourtant, on a tous vécu cela, on a vu les choses se faire. Pourquoi aujourd'hui se réveille? Oui, mais il faut bien qu'à un moment donné, on prenne conscience du danger que l'humanité court. Oui. Voilà. Alors, donc, je crois que la prise de conscience est venue à point nommé. Et je crois qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, cette prise de conscience a été beaucoup plus renforcée par l'organisation de cette COP. Alors justement, en parlant de COP, Monsieur le Ministre, vous êtes ministre de l'Environnement et du Développement durable, je le rappelle. Comprenez-vous qu'il y ait, après je poserai la question au Président, comprenez-vous qu'il y ait 3 COP différentes à travers le monde? On parle de désertification, de biodiversité, de changement ou dérèglement climatique. Est-ce qu'en réalité, ces éléments ne se chevauchent pas et vos actions, les actions de ces 3 COP ne s'annihilent pas? Oui, écoutez, c'est vrai que au sommet donc, de Rio, en 1992, quand les partis donc, se sont réunis, effectivement, comme on le dit, il y a les 3 conventions. Il y a les 3 conventions donc, qui sont sorties de l'enclave de Rio sur la biodiversité, sur le climat et sur la désertification. C'est vrai que les 3 éléments sont liés, ont des interconnexions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de façon spécifique, chaque élément a sa spécificité, je veux dire. Si je peux le dire ainsi. Et il y a des mesures, toutes les mesures qui sont contenues pour lutter contre les changements climatiques ont un effet sur la dégradation des terres. Tout à fait. Et en même temps, la dégradation des terres a un effet, la lutte contre la dégradation des terres a un effet sur la biodiversité. Donc, c'est 3 éléments qui sont liés, mais chaque élément a sa place. Alors, Président, moi j'ai vraiment une question. Vous dites que cette COP, donc la COP 15,
aidera à réveiller les consciences. Pourquoi est-ce que ça veut... Tout à l'heure, je le disais, mais pourquoi aujourd'hui cette phrase, qui est une phrase forte, les consciences, il faut les réveiller comment? Il faut les réveiller par des actes, par des actions. Vous savez, les consciences se sont éveillées parce que nous sommes arrivés à un point, je dirais, de non-retour. Ou bien nous agissons maintenant. Ou bien on disparaît. Voilà. Ou bien, oui, notre système tel qu'on le connaît disparaîtra. Oui. Vous avez parlé de 3 COP tout à l'heure. Oui. Ces 3 COP-là sont liées. Effectivement, elles sont liées. Elles ont peut-être intéressé plus ou moins des groupes d'États, plus que d'autres, je dirais, biodiversité, climat, sécheresse. Mais très bientôt, dans une dizaine de jours, les 3 COP vont se réunir. Ah, ça, c'est les une 3 très bonne présidents nouvelle. de COP feront une déclaration commune. Très bien. Et puis, on va voir comment ça va avancer. Voilà. Parce qu'on a vraiment l'impression que chacun regarde de son côté. Monsieur PCO, quel est votre sentiment? Moi, je dis, on a l'impression que chacun regarde de son côté. Peut-être avant de regarder la synergie, en fait, c'est pas Convention. On les appelle COP. C'est 3 COP. C'est parti, si on veut voir ça comme ça. Mais peut-être revenir sur un élément qui me paraît fondamental, c'est la création d'emplois dans le domaine de la restauration et de la réhabilitation des sites. Il y a effectivement, dans le cadre de l'initiative d'Abidjan, nous avons écrit 1 million d'emplois d'ici 5 ans. Dans le domaine de la transformation, comme a dit le président de la COP, mais surtout dans la mécanisation, surtout dans tout ce qui est commercialisation, tout ce qui est vente, commercialisation, tout ce qui est, si vous voulez, packaging, tout ce qui est système d'information, mettre en contact les champs et les marchés. Il y a toute une panoplie d'emplois. Et nous, pour les 31 régions du pays, il y aura 1 million d'emplois créés et ça fait beaucoup. Maintenant, pour revenir sur les questions de synergie entre les différentes conventions qui existent, liées à la biodiversité, au changement climatique ou même à la désertification, elles ne sont pas mutuellement exclusives et elles se complètent. C'est une complémentarité. Donc, on l'a bien compris, il y a une complémentarité. Le président disait, vous allez vous retrouver, c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui nous regardent. Nous allons partir pour le second plan, le second step, comme disent les Anglais. Les actions sur le terrain, le point des assises par des participants. Et nous revenons sur ce plateau pour vraiment en faire les commentaires adéquats. Du 9 au 20 mai 2022, la Côte d'Ivoire a abrité la 15e convention des parties dénommée COP15. Thème, lutte contre la sécheresse et la désertification. Pendant 2 semaines, elle a réuni 196 pays et a enregistré la participation d'une douzaine de chefs d'État. Penser l'urgence et empêcher la catastrophe. C'est l'objectif que les experts réunis se sont fixés à Abidjan. L'initiative d'Abidjan ou Legacy Programme a été mise en place. Elle vise la restauration de 20% du couvert forestier ivoirien et la lutte contre la déforestation. Avec la clé, la création des emplois durables. L'agriculture, ce n'est pas seulement prendre la daba et travailler le champ. Déjà, les jeunes n'en veulent plus. Ils veulent vraiment qu'ils soient accompagnés dans la mécanisation de l'agriculture pour qu'ils soient des acteurs clés de l'agriculture. Il y a des filières nouvelles relativement qui sont là, dans l'agroforesterie, dans l'agroécologie, dans la permaculture, dans les cultures hors sol. Dans tous ces domaines-là, les jeunes veulent s'investir, ils veulent retourner au métier de la terre. Et la terre offre des opportunités considérables en termes d'investissement. Au cœur des questions environnementales, un leadership et l'engagement de la Côte d'Ivoire dans la sous-région et dans le monde ont été affirmés. Au plan politique et historique, une transformation de la structure économique de notre agriculture et l'accroissement de la promotion agricole ont été exprimés. Certains parcs nationaux continuent d'être agressés par l'action de l'homme. On a l'agriculture extensive, le braconnage. Donc pour nous, le plaidoyer, c'est qu'au niveau local, ils puissent avoir des plans climat au niveau des autorités locales qui puissent associer les populations riveraines de ces parcs nationaux-là, de sorte que ces populations soient associées à la prise des décisions pour la préservation. L'objectif, c'est d'aboutir à des solutions consensuelles et durables. Une étude même a été menée dans ce sens-là, une étude pour voir l'impact différencié, pour montrer qu'effectivement, les changements climatiques, la désertification, la sécheresse ont des effets négatifs, mais autant au niveau des femmes que des hommes. Mais ces effets ne sont pas les mêmes. Au niveau des femmes, par exemple, on a évoqué les questions de la sécurité foncière.
parce que pour mieux gérer, parce que le thème du caucus, c'était vers une gestion durable des terres. Et pour mieux gérer, grâce à l'égalité du genre. Et si vous voulez, ce thème était un appel à la conscience de toutes et de tout le monde entier pour comprendre qu'il y a lieu que les femmes et les hommes se mettent ensemble pour combattre ce phénomène. La COP15 a été l'occasion pour comprendre les enjeux, un moment de rencontres et d'échanges, une biodiversité pour une agriculture saine et durable, à commencer par la fertilité de nos sols. Alors, avec ces images, et surtout, c'est Ahmed Traoré et Lionel Yowoli que nous remercions. Dernière image, un commentaire, ces femmes qui travaillent avec la DABA. Président. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Comment ça change? Vous savez, pour la mécanisation, on parlait de mécanisation tout à l'heure. Pour mécaniser, il faut des financements. Oui. D'accord ? Il faut des financements et il faut des parcelles mécanisables. Donc, on va rentrer dans la propriété foncière. Oui, et ça, c'est aussi un sujet. C'est un sujet. C'est un sujet. La propriété foncière. Vous ne pouvez pas mécaniser de la même façon dans une zone forestière que dans une zone de savane. Ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, on va prendre la culture du cacao, par exemple. Ce ne sont pas des grandes plantations de milliers d'hectares. Ce sont des petites plantations de 3-4 hectares par paysan. Comment est-ce que vous arrivez à mécaniser cela? Si ce sont des petits bouts de terrain qui ne sont pas dans un seul bloc, ce n'est pas facile. Donc, il faut penser la politique agricole. C'est pour cela qu'il y a une stratégie de cacaoculture durable qui a été mise en place par le gouvernement. Oui. Et il faut mettre en œuvre cette stratégie-là de façon, je dirais, intelligente. Arriver à un objectif de mécanisation, pour arriver à cet objectif-là, il faut passer par un certain nombre d'étapes. Et il faut passer par ces étapes-là. Est-ce quand on regarde ce qui se passe, Président, est-ce qu'on a le temps de parler de ces étapes? Il y a quand même urgence. Monsieur le ministre, est-ce qu'on a le temps? Parce que vous êtes ministre de l'Environnement et du Développement durable. Est-ce qu'on a le temps vraiment de s'asseoir? Il faut réfléchir, c'est vrai, mais aujourd'hui, on est face à une urgence. Vous concernant, c'est par exemple les forêts classées. Ces forêts classées, et il y a des forêts sacrées, parfois, on retrouve des clandestins sur ces sites. Comment on gère cela? Même si c'est vrai que vous avez des accords que vous avez signés, vous en parlerez tout à l'heure, mais comment on gère cette situation? Il y a danger, il y a des clandestins, ils sont là, qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais vous savez, quand vous parlez d'urgence et que quand il y a urgence, oui. On réfléchit quand même. Ah, ben, ça, parce que je pense que faudrait pas qu'on pense qu'on se dise que quand il y a urgence, il faut aller vite. C'est vrai, il faut aller vite, mais il faut réfléchir vite. C'est-à-dire qu'il faut regarder la question, puisque les problématiques sont connues. Ces problématiques existent depuis longtemps. On sait très bien qu'on a un problème donc, de déforestation, on sait très bien qu'on a un problème de dégradation des terres, on sait très bien qu'il y a un problème d'émissions de gaz donc, qui se propagent un peu partout du fait des activités humaines et du fait des changements climatiques. Ça, on le sait. La problématique est posée, elle est claire. Mais aujourd'hui, c'est les solutions sont déjà là. Donc, on est prêt. Oui. Nous sommes prêts. Les solutions sont là, puisque ces problématiques ont été déjà réfléchies dans le cadre donc, du programme du gouvernement. Le gouvernement a un programme forestier, le gouvernement a un programme environnemental, et donc ce n'est pas des choses nouvelles. Alors, justement, sur la déforestation, et vous avez, donc, comme vous le disiez, hein, le gouvernement s'est engagé justement à cette reforestation. Où on en est aujourd'hui? Parce que ça fait quelques années quand même. Oui, bon, je crois que comme l'ex-ministre, monsieur le ministre Donvaye est là, il a été ministre donc, des eaux et forêts, peut-être qu'il est plus outillé, donc pour nous éclairer. Déjà, en l'absence du ministre des eaux et forêts, ce que je pourrais dire, c'est que... Mais vous avez un regard quand même transversal en tant que président de la COP15. Oui, mais en matière de déforestation, de lutte contre la déforestation, je crois que la Côte d'Ivoire a fait un excellent travail. Je l'ai déjà dit avant, il y avait une moyenne de 300 000 hectares qui étaient détruits chaque année, ici en Côte d'Ivoire, jusqu'il y a 4 ans.
Et aujourd'hui? Aujourd'hui, on est à 26 000. L'année dernière, on était à 26 000 hectares. Seulement, je dirais. 26 000 hectares seulement. Ça dépend pour qui, monsieur? Seulement. C'est une baisse, c'est 12 fois moins. Elle a salué. Voilà. Donc, c'est à saluer. Si l'on continue dans cette tendance-là, dans 2 ans, il n'y a plus de déforestation en Côte d'Ivoire. Parallèlement, il faut faire de la reforestation. Donc, il faut lutter contre la criminalité forestière. Oui. Il faut arrêter la déforestation, parce qu'il n'y a pas que la criminalité qui conduit à la déforestation. Il y a l'agriculture aussi, il y a les feux de brousse et tout cela. Et l'orpaillage. Et l'orpaillage clandestin qui détruit les eaux plus que la terre, plus que la forêt, mais les eaux. Mais ensuite, il faut reboiser. Donc, la Côte d'Ivoire a une politique forestière qui, aujourd'hui, sert d'exemple au niveau international. Quand on parle d'agroforesterie, c'est ici qu'on en a parlé il y a quelques années. L'agroforesterie comme solution pour fixer les hommes d'une part, aussi, mais pour, justement, il a été dit dans l'élément, amener les populations à être protectrices de la forêt. Parce qu'elles y gagnent. Elles gagnent quelque chose dans la forêt. Alors, parce qu'on n'a pas besoin de détruire des arbres, pour avoir un revenu. Justement, on va parler justement de nos comportements, Monsieur Bamba, parce que c'est vrai qu'on parle de l'agriculture, il faut mécaniser, on parle de beaucoup d'éléments, mais nos comportements, l'homme agit, et vous l'avez dit, je crois que c'est vous qui l'avez dit, ou c'est le ministre, il faut cajoler la terre. Nos comportements, comment devons-nous, on va dire, avoir une politique ou une sensibilisation pour changer de comportement vis-à-vis de la terre? Que faut-il faire? C'est vrai qu'on peut observer de temps en temps des comportements surprenants vis-à-vis de la nature et vis-à-vis de l'écosystème qui nous intéresse ce soir, ces écosystèmes terrestres. Par exemple, la pratique de l'agriculture sur brûlis, la déforestation sauvage, tout ce qui est remblai illégal et tout ça. On a fait ce travail de sensibilisation. De notre point de vue, il est temps de passer à l'action. Il est temps de passer à la judiciarisation du droit de l'environnement. Il est temps que dans les tribunaux, on puisse effectivement... Donc, sanction? Ah, absolument. Sanction et même, je dirais même châtiment. Parce que... C'est Bamba, c'est très, très fort. On parle d'un écosystème qui produit des biens et services pour notre développement, pour notre bien-être, pour nous-mêmes et nos enfants, les générations futures. Et on ne peut pas se permettre de laisser des gens jouer avec, si vous voulez, ces écosystèmes terrestres ou bien aquatiques ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'il est temps de passer à l'action et de sanctionner. Sanctionner, Félix, vous n'auriez plus de travail, puisqu'on passe à la sanction. La sensibilisation, à quoi va-t-elle servir? Quel est votre avis là-dessus, plus sérieusement? Sanction? Oui, sanction pour tous ceux qui, effectivement, sont des contrevenants à la destruction de l'environnement. Et je voudrais rebondir un peu sur ce que le président de la COP15 vient de dire. En fait, tous les gouvernements ivoiriens, depuis tous les présidents, il y a eu toujours une politique environnementale, une politique forestière, une politique agricole, une politique des eaux et forêts. On a toujours eu tous ces ministres, mais ça ne l'a pas empêché que nous soyons aujourd'hui à un certain niveau. Et pourquoi? Parce que généralement, les politiques sont... excusez-moi, je suis journaliste, donc je me libère pour... oui, mais avec le bon ton. Bien évidemment, avec le bon ton, bien évidemment, je suis en face de personnalité, donc il faut utiliser les mots qui ne heurtent pas. On s'est retrouvé à l'Hôtel Ivoire, il y a eu le grand succès au niveau de la mobilisation, grand succès médiatique. Mais qu'est-ce que le paysan là-bas en a retenu? Comment est-ce que cette sensibilisation parvient aux paysans qui est quelque part là-bas? Et c'est en cela que je rejoins un peu ma consoeur qu'on a eu tout à l'heure dans le micro-trottoir et qui disait comme ça qu'il faut impliquer les entités décentralisées dans cette sensibilisation. Il faudra que le message parvienne à la masse, parce que les vrais acteurs de la désertification, de la destruction, de la pression sur les terres, c'est ceux-là qui sont à la base. Il faut qu'on sorte de l'agglomération pour que les propos que nous tenons sur les plateaux, à la télévision, au gouvernement, au plateau, ça arrive partout à Bouna, ça arrive à San Pedro, ça arrive à Odiéné, ça arrive à Aboasso, un peu partout, que les populations à la base soient vraiment sensibilisées sur l'impératif qui est qu'aujourd'hui, si on ne fait rien, l'humanité pourra disparaître peut-être dans une trentaine, dans un siècle, une cinquantaine d'années. Donc, il faut que le message parvienne à la base. Président, alors vous avez une responsabilité. Hein. C'est vrai que le ministre de l'Environnement, vous avez également une responsabilité. Est-ce que vous avez des relais sur le terrain? C'est-à-dire qu'on parle de leaders d'opinion, il y a des journalistes, évidemment, des leaders d'opinion, femmes, jeunes. Qui sont vos relais sur le terrain? Mais je crois que quand je disais que nous sommes passés de 300 000 hectares détruits chaque année à 26 000 seulement cette année, c'est parce qu'il y a un travail qui a été fait de sensibilisation. On veut vous l'entendre dire.
Oui, il y a un travail de sensibilisation qui a été fait en Côte d'Ivoire. Oui. Et ce travail-là, il faut le reconnaître. C'est parce qu'il y a une politique qui a été mise en place et qui est appliquée sur le terrain. C'est pour cela qu'on arrive à ce genre de résultats-là. Il ne faut pas s'arrêter. Et il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer. Il y a une sensibilisation. Je pense qu'il n'y a pas assez de publicité faite autour de ce qui est en train d'être fait partout en Côte d'Ivoire depuis quelques années. On plante partout. Pour le faire, justement. Oui, on plante partout en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les écoles, les écoliers, il y a des clubs environnementaux dans la plupart des écoles. Aujourd'hui, chaque week-end, les gens vont planter à l'intérieur du pays. Aller à l'intérieur, on parlait de décentralisation. Moi, je suis président de région. Dans ma région, on fait du planting tout le temps. Évidemment, le conseil régional s'est même engagé à faire des forêts, donc à signer une convention avec le ministère des Eaux et Forêts pour reboiser. Donc chaque année, nous avons une ligne budgétaire dans notre conseil. Au conseil, on a une ligne budgétaire pour le reboisement chaque année. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a des actions. Il y a des actions qui sont faites. Il faut être optimiste, il faut être proactif. D'accord. Il faut accompagner ce que le gouvernement est en train de faire. Et en Côte d'Ivoire, je vous assure que c'est véritablement un exemple. Moi, en tant que président de la COP, c'est 196 pays, plus l'Union européenne, qui sont responsables des résultats qu'on va obtenir par rapport à cette COP-là. On regarde, oui, mais on a un secrétaire exécutif qui est là pour l'opérationnalisation. Et aussi les États qui ont leurs responsabilités. Vous aurez un plaidoyer à faire, on en reparlera dans les solutions. Monsieur le ministre, on parle de l'environnement. Le président parlait justement de ces jeunes, peut-être on va lui parler de écoliers. Il parle de l'environnement. Quelles sont les relations justement que vous avez sur ces questions avec vos collègues? Est-ce que peut-être le ministère de l'Éducation, c'est déjà fait, mais est-ce que ce n'est pas transversal cette question environnementale au-delà de l'école? Oui, bien sûr. Tout à l'heure, on parlait de sensibilisation. Vous savez, la sensibilisation, elle est dynamique. Oui. Elle est dynamique et c'est tous les jours qu'il faut faire la sensibilisation. C'est vrai que dans nos pays, on n'est pas encore au fait donc, de la question environnementale et les dangers qu'on court en jetant même, ne serait-ce qu'un papier dans la rue. Des sachets plastiques. Voilà, en jetant même un sachet plastique dans la rue, on ne sait pas le risque qu'on court. Donc, il y a une éducation, une autre manière de voir les choses pour pouvoir sensibiliser donc, les Ivoiriens. Et je crois que c'est pour cela, tout à l'heure, j'ai dit que les médias donc, sont les bienvenus donc, pour nous aider, donc, pour nous accompagner dans ce processus de sensibilisation. Au niveau du ministère de l'Environnement, nous avons un département qui s'occupe de la sensibilisation. D'accord. Mais c'est beaucoup plus orienté vers les écoles. Vers les écoles pour... Vous voyez, il a dit tout à l'heure, le président de la COP. Dans toutes les écoles, vous allez voir qu'il y a un club environnement. Et les plantings d'arbres, c'est tous les jours que les enfants, les jeunes, les petits, même de l'école primaire, font. Donc c'est quelque chose qui est rentré maintenant dans les mœurs des Ivoiriens. Ça devient un réflexe. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on parle de déforestation, on parle de forêts, etc. Mais la dégradation des terres n'est pas uniquement la déforestation. Il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. On a besoin de comprendre justement quels sont les autres éléments. Vous comprenez avec moi que quand on fait une plantation et qu'on brûle, on fait la culture sur brûlée, oui. Par exemple, mais vous détruisez la fertilité du sol. Mais monsieur le ministre, comment vous expliquez à celui qui l'a fait depuis 30 ans par exemple, ou qui utilise sa daba, comment vous lui expliquez, vous arrivez à le convaincre, il est à l'intérieur du pays, que ce qu'il fait entraîne la dégradation de la terre et un danger. Comment on arrive à lui parler? Je crois que certainement on n'a pas assez sensibilisé donc, vers le monde agricole. On est resté zone rurale. Vers le monde rural. Et je crois que ça fait partie donc, des actions du ministère de l'Environnement. Nous sommes en train donc, de nous organiser dans ce sens, donc, pour aller vers avec la COP qui vient de s'organiser. Oui. Et vous savez, cette COP-là a pris un peu partout, c'est aller même au fin fond donc des populations rurales. Aujourd'hui, les populations rurales ont commencé à comprendre qu'il y a une autre manière de faire l'agriculture. Et donc c'est ça. Il faut maintenant, après la COP, il faut aller vers ces populations pour leur expliquer. Il faut, à travers même les projets qui vont se faire, à travers le Legacy Programme, qui va être décliné donc, en différents programmes,
hein, et ces programmes vont être déclinés en plusieurs projets qui seront portés dans les différents ministères. Bon, c'est vrai. C'est un engagement transversal. Voilà, c'est un engagement transversal. Mais c'est en ce moment-là que dans ces projets, il faut intégrer la dimension sensibilisation dans ces projets. Très bien. Je pense que on a tous bien noté. Félix doit être très content. Oui, Président. Oui, je voulais dire quelque chose après le ministre de l'Environnement qui est important. Vous avez dit comment faire changer de comportement celui qui, depuis 30 ans, fait la même chose dans l'agriculture. Nous voulons parler aux jeunes, aux nouveaux agriculteurs. Parce que celui qui fait depuis 30 ans, dans 5-6 ans, il va arrêter d'en faire. Oui, mais... Non, mais c'est la réalité. Dans 5 ou 6 ans, il a le temps encore de créer des dégâts. Non, il va arrêter d'en faire. Oui. Parce qu'il a l'âge d'aller à la retraite. C'est une réalité. C'est une réalité. Moi, je suis planteur. Oui. D'accord ? C'est une réalité. On vous croit sur parole. Oui, c'est une réalité. Et donc, il faut inculquer à cette jeunesse-là, à ces nouveaux agriculteurs, les nouveaux comportements. C'est comme ça qu'on va changer les choses. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Peut-être, madame, très rapidement aussi. Tout à l'heure, M. Boni disait il faudrait qu'on sorte des agglomérations. Lorsqu'on a commencé la COP, le chef de l'État nous a demandé 2 choses. Là, nous avons travaillé sur le Legacy Programme. Il faudrait qu'on ait un héritage après cette COP-là, après toutes les manifestations, tous les sommets, tous les forats, etc. Et la deuxième chose, il a dit, je ne veux pas que ce soit une COP des gens d'Abidjan, des ruraux uniquement. Et justement, comment vous avez fait justement ? Donc, ce qu'on a fait, on a financé, en tout cas, la venue sur Abidjan à la COP. Ça vous a coûté combien ? de 5 jeunes et de 5 femmes, chacune des 31 régions et des districts autonomes de Côte d'Ivoire. Donc, nous avions, avec nous, au Sofitel de Côte d'Ivoire, 150 jeunes et femmes, en tout cas, 300 au total de chacune des régions, pour qu'eux aussi ils viennent donner leur part de l'histoire, puisqu'ils viennent savoir effectivement qu'on peut faire de l'agriculture différemment, pour qu'ils sachent qu'effectivement il y a du travail à partir effectivement des différentes chaînes de valeur, qu'il y a des changements climatiques, que ça affecte leur productivité, que ça affecte leur niveau social, etc. Donc tous ces gens étaient à Abidjan avec nous. Et dans le même document, vous avez demandé à ce que faites de telle sorte qu'on ait au moins de 1% de terres de forêt converties en terres arables, en champs de café ou bien de cacao. Et donc l'idée, in fine, ce n'est pas tellement un débat sur l'environnement, ce n'est pas tellement un débat sur l'agriculture, c'est un débat sur le développement. Comment est-ce que, de façon puissante, on peut faire accélérer le développement de la Côte d'Ivoire à travers une gestion durable, une restauration des terres dégradées et réhabilitation aussi de tout ce qui est écosystème. Alors, ces jeunes qui sont venus, ces 300 jeunes, qu'est-ce que vous faites d'eux après cette COP 15 ? Que deviennent-ils ? Vous les suivez ? Ils deviennent nos premiers clients dans la mise en œuvre du Legacy Programme. C'est surtout pour eux que le président a pensé ce programme. Alors, quel est le mécanisme justement qui a été mis peut-être en place pour ce suivi ? Parce qu'ils vont repartir dans leur région. Et comment, eux, ils passent ce message à ceux qui sont restés à l'intérieur du pays ? Comment vous suivez cela ? Le gouvernement. Oui, c'est ça. Donc, vous avez fait la passe au gouvernement d'abord. Monsieur le ministre. Dans le programme du gouvernement, quand vous regardez, c'est inclus dans le programme du gouvernement. Donc, c'est des choses qui se sont passées en Côte d'Ivoire. Et donc, je le disais tout à l'heure, il faut faire le relais. Et ce n'est pas compliqué à faire, puisque les jeunes sont venus. Ils ont été instruits suffisamment sur la manière de faire l'agriculture désormais. Maintenant, il faut aller dans les régions. Il y a des présidents des régions. Oui. Ah oui, il y a des présidents des régions qu'à un moment donné, il va falloir... mettre en mission. Il faut se réunir avec les présidents des régions et pour que les présidents des régions puissent prendre le relais. Donc, il faut associer donc les collectivités locales, de sorte que les collectivités locales puissent prendre le relais parce que c'est eux qui sont au contact de la population rurale. Donc, les mécanismes sont là, il faut vraiment juste dérouler. Ce qui a été arrêté. Tout à fait. Quand on regarde le Legacy Programme, il faut savoir qu'il s'appuie sur des programmes existants. Le gouvernement a déjà pensé. Le ministre a parlé du programme du PND, programme national... 2021-2025 ? Oui, 2021-2025. Et dans certains ministères, il y a des programmes qui ont déjà cours,
comme le PIF, c'est le programme d'investissement forestier. Il y a d'autres programmes. Le projet promis, par exemple, zéro cacao cultivé, zéro déforestation. Voilà, il y a des projets qui existent. Donc, ce Legacy Programme-là va s'appuyer sur des projets qui existent, va permettre de financer justement ces projets-là qui existent et donc qui ont cours en Côte d'Ivoire et des nouveaux projets. Voilà, une nouvelle agriculture, une nouvelle façon de transformer nos produits, une nouvelle façon de produire et une nouvelle façon de consommer. Et une nouvelle façon de penser. Oui. Ça va ensemble. Ce Legacy Programme-là, je pense que c'est vraiment pour l'héritage. Son nom, c'est héritage. Oui. Voilà, c'est pour les générations futures. Lègue. Voilà, c'est pour les générations futures. Donc, c'est un modèle. C'est un modèle. Oui. Alors, Félix Boni, dans l'élément que nous avons vu tout à l'heure, on a parlé d'eau. C'est vrai que la question de l'eau, on parle des terres, de la forêt, mais la question de l'eau, puisque vous êtes vous-même journaliste et sur des questions environnementales, mais au-delà, la question de l'eau est un sujet qui est, entre guillemets, brûlant aujourd'hui. Quel est votre commentaire là-dessus? Quand on parle de la désertification, quand on parle de l'agriculture qui détruit la terre, généralement la question de l'eau est également une question centrale, d'autant plus que l'eau, on ne peut pas faire de l'agriculture sans eau. Mais en Côte d'Ivoire, on a la chance quand même d'avoir le territoire ivoirien qui est traversé un peu partout. Donc, il faut protéger l'eau et utiliser cette eau à bon escient également aussi. La question de l'eau, c'est lié également aussi à la question de l'environnement. Aujourd'hui, il y a nos frères qui sont venus des pays sahéliens, il y en a qui... J'écoutais un candidat à l'élection présidentielle dans un pays voisin qui disait qu'il allait mettre des milliards pour tirer l'eau à partir des pays voisins jusque dans le Sahel. Vous voyez l'intérêt que l'eau représente pour ces personnes. Nous, on en a assez suffisamment ici pour pouvoir éventuellement booster cette agriculture chez nous. Et on a des bassins un peu partout. Et c'est pourquoi il faut penser des solutions qui sont liées également aux potentialités que nous avons. Oui. Au passage, je voudrais également profiter de l'occasion. Quand on parle de la responsabilité des médias, mais il faut également, les moyens qu'on mobilise, il faut également soutenir les médias à créer des rubriques environnementales dans leur production. Il y a un prix, je pense. Pour aider à la sensibilisation progressive de la population. On doit pouvoir parler de l'environnement tous les jours que Dieu fait, sur des antennes, dans les médias, dans les radios de proximité, tout simplement parce que ces médias, vous savez que le paysage médiatique est très sinistré, parce que ces médias sont soutenus d'une certaine manière. Quand on cherche les ressources en Côte d'Ivoire, il faut penser souvent aussi à la portion qui puisse revenir peut-être 0,5 ou 1% pour la communication, pour que cela puisse aider les supports des médias à jouer également leur rôle. Parce que le ministre est là. Ah oui, c'est pourquoi justement je prêche à des convaincus qui, j'espère, effectivement, nous allons les voir dans les actes bientôt, que cela va se traduire et qu'on verra vraiment des pages vertes, parce qu'on a parlé, le président de la COP a parlé de l'emploi vert. Nous voulons voir des pages vertes aussi dans les différents journaux, parce que ces journaux sont soutenus pour qu'on puisse effectivement mener la bataille de notre existence durable. Vous avez parlé de l'eau. Durable. Oui, mais est-ce que vous avez justement... Est-ce que vous aviez parlé de l'eau? Parce qu'on a parlé des terres arides, mais l'eau... Monsieur Boni disait tout à l'heure, les deux principaux facteurs de production végétale agricole, c'est l'eau et les sols. On ne peut pas parler de l'un sans parler de l'eau. Mais on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup entendu parler de l'eau. Si, on a parlé de l'eau. Et même dans la 4e composante du Legacy Programme, on a demandé, on doit maîtriser l'eau, on doit maîtriser les systèmes d'irrigation. On ne peut plus aujourd'hui attendre la pluie pour notre production agricole. Donc, il faut avoir les meilleurs systèmes d'irrigation possibles. Ici, en Côte d'Ivoire, effectivement, vous avez raison. On a plein de bassins, on a des eaux souterraines, des eaux atmosphériques et des eaux de surface. Mais malheureusement, on ne conserve pas l'eau de pluie. On doit s'inspirer des modèles comme Israël, le Maroc, des pays désertiques, vraiment secs et arides, qui réussissent à avoir l'autosuffisance alimentaire, alors que nous sommes submergés ici par toutes sortes d'eau. Et puis vous voulez dire qu'on n'arrive pas à gérer cette question? Cette COP, c'est une COP de l'action. Donc, dès lundi, là, on a commencé à travailler effectivement. Donc, on vous regarde, COP de l'action, on va vous regarder. Mais je voulais juste, avant de passer au 3e élément, évoquer l'érosion côtière. C'est vrai, les inondations, on n'en a pas beaucoup parlé. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous avons un débat sur ce même plateau sur les inondations. Je pense à Grand Bassam, ville historique, qui est parfois presque sous les eaux. COP 2015. Environnement, monsieur le ministre. Ben oui, c'est vrai qu'on n'a pas assez parlé donc, de l'érosion côtière, mais c'est un élément, c'est une problématique qui est vraiment d'actualité. Vous voyez qu'au niveau donc, du littoral,
de près de 500, plus de 500 km, ce littoral est agressé de façon régulière par l'érosion côtière. C'est pour cela, au niveau du ministère de l'Environnement, il y a un projet donc, qui adresse donc, ces questions. Aujourd'hui, il y a une loi sur la gestion du littoral qui a été portée par tous les pays qui sont donc, sur le littoral. Maintenant, c'est la mise en œuvre. Nous sommes donc dans la phase de mise en œuvre. Oui. Et donc, il est question aujourd'hui donc, de mettre en place donc, une agence pour gérer vraiment le littoral. Donc, nous sommes dans cette phase et c'est en collaboration avec la Banque mondiale. D'accord. Voilà. Il serait vraiment, là, c'est plutôt comme un SOS, hein, M. Bamba. Sur l'érosion côtière, justement, les 566 km de côte là, du littoral ivoirien, de Tabou jusqu'à Tiapoum, voilà, on a effectivement pas mal de difficultés à ce niveau-là. L'érosion côtière aujourd'hui, à certains endroits, c'est 1 à 2 mètres qui rentrent dans le territoire ivoirien. Et ça crée, ce n'est pas seulement un problème environnemental, mais c'est un problème socio-économique. Au niveau de certains bâtiments, certaines infrastructures sont effectivement agressées. On parle de la Haut-Panda, ou même les cimetières, les morts là, qui ont leur dernière demeure, là, effectivement, sont affectés effectivement, par ces questions d'érosion côtière. Donc, au niveau de la pêche, au niveau des infrastructures, au niveau même des plages, de plus en plus, on se retrouve à des plages sans sable parce que le trait de côte est en train de rentrer. Et donc, ça, c'est un phénomène de dégradation des sols aussi. Ça fait partie, effectivement, du débat que nous avons eu pendant la COP 15. L'érosion côtière, c'est une forme de dégradation des sols et qu'il faut adresser. C'est vrai que les moyens sont importants en termes d'ingénierie côtière. Est-ce qu'on doit faire des brises-lames? Est-ce qu'on doit faire des infrastructures naturelles, des infrastructures artificielles? Mais si on ne le fait pas, le coût de l'inaction est beaucoup plus élevé, que le coût de l'action. Il faudrait qu'on règle ce problème d'érosion côtière et la science aujourd'hui nous permet d'adresser ces problèmes-là, mais très rapidement. Mais très rapidement, Félix Boni, l'érosion côtière, on est touché, les commerçants, les hôteliers, etc. On a vu ce qui se passe à Bassam, puisque je parle de Bassam parce que c'est récurrent. Votre regard de journaliste. Il parlait tantôt de la Haut-Panda, c'est un village qui... Je me demande si ça pourra tenir. Ce village existera encore dans 10 ans, qui a pratiquement disparu sous les eaux. Quand vous arrivez à la Haut-Panda, vous verrez que le débarcadère, là où le bateau s'arrêtait auparavant, et la prison aussi, a carrément disparu. La prison aussi. À Grand Bassam, vous avez parlé de l'hôtellerie, il y a des hôtels qui sont en train de disparaître. Mais tout ça, je pense que toutes ces questions sont liées parce que le réchauffement climatique, c'est également aussi la désertification. Lorsqu'il y a la désertification et que ces questions de la désertification et qu'au niveau de la pluviométrie, il n'y a plus d'arbres autour de nos terres pour pouvoir maintenir éventuellement tout ce qui est, j'allais dire, écoulement des eaux. On a l'érosion côtière. L'érosion, ce n'est pas seulement au bord de la mer, mais également aussi, on perd aussi quelques arbres autour de nos forêts, dans nos forêts, là où les eaux coulent. Voilà. Donc, je pense que c'est une question qu'il faut adresser également en compte, parce qu'on perd beaucoup en économie côtière, à raison de l'érosion côtière. Et quand vous arrivez parfois sur certains endroits, même à Vridi, tout près ici à Vridi, vous verrez que les gens ne peuvent plus aller se baigner à Vridi, tout simplement parce que le sable a purement disparu. Monsieur Bamba l'a dit tantôt, on ne retrouve plus de sable alors qu'on ne peut se baigner que dans le sable. Donc c'est une grande question également aussi qui s'adresse au ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement. On parle de la désertification, mais là, l'érosion côtière, on va rentrer dans la question climatique. Et ça s'adresse au ministère. Ce qui est certain, au-delà de la COP 15, la Côte d'Ivoire continue de vivre. Le ministre de l'Environnement, tout le gouvernement et nous également, nous avons une responsabilité et des actes à poser. Nous allons passer aux solutions parce que c'est vrai qu'on a planté le décor, on a fait le bilan, un état des lieux. Les uns et les autres se sont exprimés, mais c'est surtout les perspectives et les solutions. Et nous suivons ensemble ce micro-trottoir réalisé par Ahmed Traoré et Lionel Yowoli. Les Ivoiriens se prononcent sur la COP 15 et font des propositions. Le bilan pour nous il est positif en ce sens que ça a été l'opportunité de visibilité pour nous. Il y a certains qui se demandaient, on parle de changement climatique, qu'est-ce que la Croix-Rouge vient faire ici, qu'est-ce que le CICR vient faire ici. Mais bien évidemment, quand on parle de changement climatique,
on parle de raréfaction des terres et certaines ressources. Et cela va nous conduire nécessairement à une crise alimentaire. Et quand on parle de crise alimentaire, nous sommes des organisations qui sont, j'allais dire, en première ligne en termes d'assistance. Parce que, entre autres, nous avons pour mission prévenir, alléger la souffrance humaine en tout lieu et en toutes circonstances. Donc, bien évidemment, on a notre part de gâteau à prendre à cet important rendez-vous. Je retiens que les Ivoiriens véritablement sont portés sur la sauvegarde de l'environnement, sur la déforestation, la désertification. Et donc, ils sont en train de réaliser que l'environnement est véritablement ce bien-être cher que nous pouvons laisser comme héritage à nos enfants. C'est sûr que dans les années à venir, nous allons encore plus nous plaindre du climat. On peut retenir que l'essentiel a été dit, on a pu passer nos messages, surtout pour la désertification, en lien avec le mandat du Comité international de la Croix-Rouge, particulièrement pour la promotion du droit international humanitaire en ce qui concerne l'environnement. Au niveau basique, les services de base, l'eau, l'assainissement, le droit à la terre, c'est un droit qu'on doit garder et c'est pour cela que son message, on a insisté là-dessus. Mes attentes seraient qu'après qu'il y ait eu tous ces débats, tous ces panels et toutes ces conférences, qu'il y ait une symbiose entre les chercheurs dans le domaine agricole et les agriculteurs sur le terrain. Il faut que les chercheurs aillent vers les agriculteurs pour mettre en pratique, pour qu'on ait beaucoup plus de visibilité, pour qu'on ait beaucoup plus d'impact, tout ce qui concerne l'agriculture. Et donc ce qu'on peut retenir de manière globale, c'est qu'on a pu rencontrer un certain nombre de partenaires. Et ce que nous espérons, c'est de pouvoir davantage avoir de partenaires techniques et financiers pour pouvoir nous accompagner dans nos programmes de reboisement. Alors on se rend compte que le reboisement, il est important, on parle de moyens, il y a de l'espoir. Après avoir vu ce reportage, Monsieur le ministre. Ben oui, il y a de l'espoir, puisque comme je le disais tout à l'heure, il y a une politique forestière. Donc il y a un certain nombre de programmes donc, qui sont en cours. Maintenant, il faut accélérer donc, cette dynamique, tant entendu qu'aujourd'hui, ça devient une problématique très sérieuse, la déforestation. Et donc, tout le monde, aujourd'hui, s'accorde qu'on doit adresser donc, la question des réforestations. Et donc, à partir du moment où la sensibilisation est complète, oui. Je pense que c'est les moyens maintenant qui vont accompagner donc, cette politique-là. Mais il ne faut pas perdre de vue, comme on l'a dit tout à l'heure, le Legacy Programme qui a été élaboré, il y a déjà des programmes donc, qui adressent donc, la question de réforestation. Mais seulement, il faut booster cela. Voilà. Et protéger également nos forêts, parce que vous avez signé des accords justement dans ce sens. Ah oui, bien sûr. On peut en parler? Ah oui. Parce que là, on est dans les solutions. Ah oui, bien sûr. Alors dans ce cadre aussi, vous savez, au cours de en marge de la COP, oui. Nous avons signé donc un accord de partenariat avec une agence française pour la protection et la conservation de la forêt et de la réserve naturelle de Mabi-Yaya, qui est située dans la région de Lamé. La région de Lamé. Mais ces partenariats vont continuer, puisque nous comptons signer un partenariat aussi avec cette même agence dans une autre réserve, qui sera choisie selon donc, certains critères que nous allons élaborer. Un ministère actif. Sur les solutions, justement, par rapport à la réforestation, on nous a demandé, lorsqu'on organisait le sommet des chefs d'État, d'inviter aussi les PDG des plus grands groupes, en tout cas agro-industriels. Donc ça, c'est dans le privé. Dans le privé, donc dans les solutions, parce que c'est des investissements qui souvent sont un peu élevés. Et il y a des groupes, je n'ai pas cité le nom ici, qui ont des chiffres d'affaires à peu près équivalents à celui de la Côte d'Ivoire, c'est 60 milliards de dollars. Et donc, on a invité dans les débats. Venez ici en Côte d'Ivoire investir dans tout ce qui est réforestation. C'est vrai, le gouvernement a certaines ressources, mais il va créer surtout l'environnement habilitant au niveau des taxes,
au niveau de la sécurité de vos investissements, au niveau de la disponibilité, effectivement, de la main-d'œuvre, effectivement, pour arriver à une politique de civiculture, donc de replantation, de reboisement dans le pays. Donc, tous ces gens ont été invités dans le cadre de la COP et ont pris aussi des engagements par rapport à accompagner la Côte d'Ivoire dans cette politique de reforestation. Donc, c'est pour dire que nous sommes vraiment dans la COP de la. On espère que ce sera effectif. C'est dans leur intérêt aussi. Je veux dire, ils utilisent le café, le cacao, c'est une spéculation. Donc, ils ont intérêt à ce que les sols et les forêts soient en bonne santé pour pouvoir produire davantage et que chacun puisse avoir de l'argent. Président, alors justement sur cette question. Oui, moi je voudrais dire que c'est déjà effectif. Oui. En fait, c'est déjà effectif. Il y a déjà des groupes étrangers comme nationaux qui sont engagés dans la reforestation. La vice-secrétaire générale de l'ONU, quand elle est arrivée ici, elle a passé une journée dans une région de Côte d'Ivoire. Bon, c'était la Nawa, pas parce que c'est moi. C'est un hasard. C'est un hasard. C'est un hasard. Non, c'est un hasard parce qu'il y avait des programmes qui ont été faits dans ce sens là-bas pour la reforestation, pour l'agroforesterie. Donc, elle allait voir sur le terrain ce qui était en train d'être fait et les actions qui sont menées avec les paysans, avec les jeunes. Qu'est-ce qui est fait justement? Parce qu'on n'est pas là-bas. Alors, aujourd'hui, il y a des programmes d'agroforesterie qui existent en Côte d'Ivoire, avec des cultures telles que le cacao, mais surtout avec des cultures autres que le cacao, avec des cultures telles que l'évéaculture, le palmier, qui se font. L'anacarde, oui, dans d'autres régions, avec l'anacarde, mais ça se réalise aujourd'hui. Et il y a des paiements pour services environnementaux qui sont payés aujourd'hui aux communautés. Donc, il y a des programmes qui sont faits pour que les communautés puissent elles-mêmes participer, non seulement au reboisement, mais à la protection des forêts, et puis bénéficier de services environnementaux. D'accord ? On a parlé de la finance carbone, il y aura bientôt la finance biodiversité, mais ce sont des paiements qui seront faits aux communautés pour le travail qu'elles font de conservation des forêts. Donc, ce sont des choses qui ont déjà commencé en Côte d'Ivoire. C'est bien pour cela que la Côte d'Ivoire, avec le Legacy Programme qui va être mis en œuvre, va devenir vraiment un modèle. Ce sera vraiment le deuxième souffle pour la Côte d'Ivoire en matière d'agriculture et d'agriculture moderne. Alors, ce genre de programme, vous en parliez, permettent également, parce qu'on a parlé de jeunes, les jeunes ont été vraiment, on va dire, mis en exergue, cette question de l'emploi. Ça permet également de les fixer parce que la dégradation des terres, monsieur le ministre, oblige parfois cette migration interne et derrière, il y a aussi des conflits ou des problèmes de cohésion sociale. Alors, comment justement on adresse ces questions? Comment on fait justement, quand on est face à ces questions de cohésion sociale liées à la terre? Alors, chacun peut répondre. On peut voir ça de plusieurs façons. Et vous avez effectivement bien planté le décor. Il y a effectivement des fortes corrélations entre le manque de disponibilité, en tout cas, et aussi la perte de production, de productivité des sols et les conflits. Et même, on va aller plus loin, et les extrémismes très violents. À partir du moment où votre terre produit moins, vous devenez plus vulnérable, vous devenez plus pauvre et vous devenez plus sensible au discours, en tout cas, de ceux qui font la propagande de ce genre de Et surtout que la sous-région, elle est quand même perturbée. Pas que la sous-région, même dans notre pays aussi, on a vu des endroits dans la partie septentrionale. Quand je parle de la sous-région, en fait, c'est vrai que nous en faisons partie. Et donc, je prends tout ce bloc. Et s'il y a aridité de terre, les jeunes en particulier peuvent être plus sensibles à ces appels, on va dire, on va parler, il y a le terrorisme, c'est de ça dont il est question, s'ils ne peuvent pas se nourrir. C'est bien de ça qu'il s'agit, parce que leur production agricole baisse, leurs revenus baissent, leur situation en elle-même aussi, ils n'ont pas tellement d'espoir et ils sont sensibles effectivement à ces discours violents. La solution, c'est quoi? La solution, c'est ce que vous avez dit, c'est de leur trouver du travail. Et comment est-ce qu'on leur trouve du travail? Dans le cadre du Legacy Programme, tout ce qui est mécanisation, tout ce qui est création d'emplois, tout ce qui est amélioration, en tout cas, de la production, tout ce qui est engrais, tout ce qui est irrigation. En tout cas, la Côte d'Ivoire a ça de particulier, c'est que c'est un pays agricole. Depuis 70 ans, nous avons ça effectivement dans nos gènes. On a parlé tantôt de mécanisation. Je ne sais pas, pour ceux qui ont notre âge, ils ont connu la motoragrie. Non, je ne sais pas quel âge vous avez. Ils ont connu la motoragrie. À l'époque, effectivement, déjà, on avait pensé à mécaniser l'agriculture dans notre pays. Et donc, c'est à partir de ça, de tout ce qui est maîtrise de l'eau, tout ce qui est réhabilitation, restauration des sols, tout ce qui est augmentation de la production agricole avec des intrants améliorés, tout ce qui est mécanisation, c'est là qu'on va réussir à faire de telle sorte que ces jeunes-là produisent davantage et gagnent davantage et s'éloignent effectivement de tout ce qui est violence et extrémisme. Monsieur le ministre, allez-y. Je voulais citer le Premier ministre à la clôture.
il a dit une chose, et je vais le citer là. Faites, monsieur le ministre. Il a déclaré que chaque génération est confrontée à cette épineuse question de savoir comment répondre aux besoins de production de nos sociétés, sans détruire nos forêts et nos terres, et condamner ainsi l'avenir de ceux pour lesquels nous travaillons. Alors, c'est pour dire qu'on est dans un mécanisme où la jeunesse a sa place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les générations ne savent pas comment accroître leurs revenus par l'agriculture. Alors c'est une richesse. C'est une richesse, certaine. Mais malheureusement, nos jeunes ont besoin d'être sensibilisés et d'être confrontés à des actions concrètes. C'est surtout ça. Des actions concrètes. Des actions concrètes qui favorisent donc leur implantation dans leur zone. Tout à l'heure, on a parlé de migration, etc. Mais c'est parce que, effectivement, les zones dans lesquelles donc, ces populations vivent, les terres ont perdu donc, leur fertilité, de sorte que la production agricole ne nourrit plus son homme. Et entraîne cette migration interne. Cette migration interne. Donc, il y a des techniques. Il faut changer de paradigme, de sorte qu'on puisse faire de l'agriculture durable et intensive, pour permettre donc d'accroître les revenus des uns et des autres, que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes. Alors, monsieur le ministre, le président de la COP15, je crois que c'est beaucoup plus simple. Est-ce qu'un jour, on pourra parler en Côte d'Ivoire de notre souveraineté agricole? Bien sûr. Bien sûr, j'en suis convaincu. Hein. Vous savez, souveraineté agricole, j'en suis convaincu. Nous avons une terre qui est bénie des dieux, véritablement. Et Dieu, il est partout. Oui, mais cette terre-là est vraiment bénie des dieux. Vous trouverez rarement un pays où vous pouvez avoir de l'EVA planté, à côté du palmier, à côté du coton, d'accord, à Daloa, à côté du coton, à côté de l'anacarde, à côté de la banane, plantain, de la banane douce, de l'ananas, et j'en passe. Vous trouvez rarement un pays dans le monde où vous êtes capable de faire cela. Donc et en Côte d'Ivoire, nous sommes capables de faire cela. Avec de la méthode, avec des moyens mis où il faut, avec de la volonté. Avec des sanctions. Avec la volonté, oui, la sanction, ça fait partie de la méthode. Hein? La sanction, ça fait partie de la méthode. Oui. Mais avec de la volonté et avec du courage, nous serons capables de le faire. Et avec de la formation aussi. Parce que, OK, vous voulez que les jeunes retournent à la terre ou bien fassent de l'agriculture, il faut qu'ils soient formés pour le faire. Voilà. Donc, au niveau de l'éducation nationale, le président de la République, dans son programme nouveau, a dit qu'il fallait passer à l'éducation technique. Donc, les écoles, les centres techniques, pour que ce soit plus pragmatique. Aujourd'hui, il faut que nos techniciens agricoles soient capables de transformer notre agriculture. Et il faut que les jeunes aillent vers ces métiers-là. Mais il faut les encourager, qu'ils les sachent, Félix. Mais évidemment, j'ai personnellement apprécié l'activisme des jeunes, et je dirais même le ministère de la Promotion de la Jeunesse, qui était très actif pendant cette COP, et on a vu comment il se battait. Je crois qu'il fait partie de ceux qui se sont battus pour essayer de tirer le meilleur pour la jeunesse au cours de cette COP. Et c'est pourquoi ces jeunes, vous avez posé la question tantôt, ces 300 jeunes, je pense qu'il ne faudra pas que ces 300 jeunes soient largués de la nature après la COP, mais ils devraient être les véritables ambassadeurs de la COP dans toutes leurs régions, de toutes les régions d'où ils sont venus. Et donc, il faudra peut-être imaginer une politique, penser une politique pour que les 5 représentants de chacune des régions soient un ambassadeur dans sa région, qu'ils soient suivis, qu'ils soient un modèle de réussite et que cela puisse être un relais, une sorte d'exemplarité pour les autres jeunes. Je voudrais également aussi parler vous avez parlé de solutions, entre autres solutions. Auparavant, en Côte d'Ivoire, on parlait de la Coupe nationale du progrès. Tout ça a contribué au vaste étendue de plantations pour avoir une grande récolte. Aujourd'hui, pourquoi pas une prime à ceux qui vont pouvoir réussir à préserver un peu, ne serait-ce qu'une petite portion d'environnement. Tout ça, ça contribue à aider les gens à éventuellement s'engager dans la cause de l'environnement. Est-ce qu'il n'y a pas un prix? Il y a un prix, je pense, sauf erreur de ma part, Félix, d'avoir un prix sur l'environnement, n'est-ce pas? Oui, il y a un prix d'excellence pour l'environnement. Pour l'environnement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait partie de la politique du gouvernement.
Aujourd'hui, le gouvernement privilégie ce qu'on appelle donc les champions nationaux. Absolument. Voilà. Donc ça, c'est des actions gouvernementales qui vont aboutir donc à des champions nationaux. Donc les champions nationaux, c'est dans tous les domaines. Donc c'est sectoriel. Voilà, c'est dans tous les domaines. Aujourd'hui, les champions nationaux, on peut sortir donc au niveau de l'agriculture vraiment des champions dans le domaine. Donc c'est ça qu'il faut inculquer donc aux jeunes. Je tiens à souligner deux petites choses. Peut-être je vais demander la parole pour deux petites choses également aussi. Parce qu'il y a un phénomène quand même qui existe dans les villages de plus en plus, c'est que les jeunes, maintenant, au lieu de cultiver, c'est la vente des terres. Celui qui achète la terre, évidemment, il en dispose, question foncière. Ce qu'il veut. C'est-à-dire, quand il a acheté sa terre, c'est pour la mettre... Est-ce qu'il n'y a que les jeunes qui le font? Et beaucoup de jeunes le font. En tout cas, c'est là. Il n'y a pas que les jeunes. Auparavant, pas que les jeunes. En tout cas, j'ai essayé de faire une enquête sur le phénomène. Les vieux, ils ne vendaient pas les terres. C'est des propriétés, ils ne vendaient pas. Mais les jeunes maintenant qui peut-être se disent que l'agriculture, c'est une activité compliquée, ils vendent les terres ou ils cèdent les terres à des gens qui les cultivent et ils se partagent les gains de la terre. Et tout ce phénomène contribue effectivement à l'agriculture extensive qu'on devrait pouvoir réduire et passer à l'agriculture intensive, comme l'a dit M. le Président de la Côte. Ma dernière proposition, c'est impliquer nos chercheurs. Nous avons des chercheurs ivoiriens qui trouvent. On a des structures comme le CNRA qui trouvent des plantes, des plants, des boutures dont la productivité est peut-être parfois 4 fois ce que les populations avaient auparavant. Il faut impliquer les chercheurs dans tout ce qui va être fait, de sorte qu'on aboutisse effectivement, à côté de la mécanisation, à une production de masse, à une grande productivité avec des fruits de leur recherche, comme on en connaît dans le manioc, dans le cadre on parle du cacao Mercedes, ainsi de suite. Ça va réduire la pression sur la terre. Merci, M. Bamba. Sur ce point-là, rapidement, effectivement, c'est un lieu de salut aussi tous les chercheurs ivoiriens, tous les gens du CNRA, de l'ANADER, de l'école de Yamoussoukro, qui sont impliqués effectivement dans la préparation de la COP. On avait un comité scientifique au sein du comité d'organisation qui a fait un travail remarquable et c'est le lieu de les saluer tous, de toutes les universités, tous les centres de recherche de Côte d'Ivoire qui sont impliqués. Maintenant, vous avez soulevé un problème très important tout à l'heure avec le président de la COP en parlant d'autosuffisance alimentaire. J'ai parlé de... Oui, autosuffisance alimentaire. Moi, j'ai parlé de... Moi, c'était... J'ai parlé de... oui, mais d'indépendance, souveraineté alimentaire, effectivement. Agricole. Souveraineté agricole. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix que d'arriver à cette souveraineté agricole que vous l'appelez autosuffisance alimentaire ou souveraineté agricole. Lors du sommet des chefs d'État, le président Macron est intervenu par vidéo. Il a dit que la crise en Ukraine va commencer à nous affecter d'ici 18, 20 mois. Elle a commencé. Elle a commencé. Quand vous allez sur les marchés aujourd'hui... Le blé, par exemple. Voilà, même pas sur le blé, sur certaines denrées alimentaires qu'on produit ici, du fait de quelques sécheresses, ça et là, comme l'a dit le chef de l'État, la production a baissé. Pour beaucoup de spéculations, la production a baissé. Parce que les sols sont moins fertiles, parce qu'on a moins de pluie, parce qu'on maîtrise moins bien l'eau. Mais on ne peut pas attendre effectivement les 18 mois là, et que ça vienne nous toucher. On est obligé d'arriver à cette autosuffisance alimentaire et de produire au moins 80 ou 90% de ce qu'on mange. On a un gouvernement qui est au travail. Parce que, oui, non, ça, je n'en dis même pas. Parce que la désertification là, et la dégradation des sols et la perte de production agricole, c'est une menace pour la paix, c'est une menace pour la démocratie, c'est une menace pour la stabilité. Pour la cohésion sociale. Absolument. Donc, on n'a pas d'autre choix que d'arriver à ce... Alors, messieurs, je vais vous poser une question, faire un tour de table. Ce sera également votre conclusion. Je vais commencer par Félix, et puis je terminerai par Monsieur le ministre. Félix, une phrase, notre système de pensée détruit notre environnement, il faudrait changer nos pensées pour nous protéger. Qu'est-ce que cela vous inspire? Que tous s'impliquent dans la question de l'environnement, parce que notre survie est liée à cet environnement, tout simplement. Monsieur le PCO, Monsieur Abou Bamba. Notre système de pensée détruit notre environnement. Il faudrait changer nos pensées pour nous protéger. Moi, je pense qu'en plus de changer nos pensées, on devrait surtout changer nos actions. Et puis tenir compte de l'environnement. Ne pas voir l'environnement comme un outil ou bien un écosystème qu'il faut protéger, mais comme une opportunité, une réelle opportunité. Comment est-ce qu'on peut produire davantage? Comment est-ce que l'environnement peut nous rendre plus heureux? Comment est-ce que l'environnement, bien exploité de façon durable, peut nous rendre plus riches en tant que nation, en tant que pays? C'est un bien. Je dis, le paradigme sur l'environnement a changé. On n'est plus dans la conservation, dans l'écologie, etc. On est dans le développement durable. Et pour moi, c'est sur ça qu'il faudrait qu'on Merci, monsieur. Merci, monsieur PCO.
Vous voulez répéter Président, avant que je répète la phrase, oui. Juste parce qu'après, la COP elle est finie, on vous regarde, votre priorité, la première, avant que vous ne rebondissiez sur cette phrase. La priorité, première. La première priorité, c'est d'aller vers les groupes de pays qui m'ont élu. Il y en a 5 pour aller voir avec eux comment nous allons faire pour le suivi de la mise en œuvre de ce qui a été prévu par la COP 15. Ça sera la priorité. Un plaidoyer. Alors, notre système de pensée détruit notre environnement. Il faudrait changer nos pensées pour nous protéger. Président. Ceci veut dire que l'homme est au centre de tout et donc des solutions. Si nous changeons notre système de pensée, nous allons changer notre avenir et nous allons réussir à préserver notre planète. Monsieur le ministre, notre système de pensée détruit notre environnement et on parle bien de l'environnement. Il faudrait changer nos pensées pour nous protéger. Évidemment. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a le Code de l'environnement. Et le Code de l'environnement est très clair là-dessus. Il est clair et il y a des sanctions qui sont prévues. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on sera à la phase donc, des sensibilisations, mais à un moment donné, il va falloir donc... la sensibilisation, c'est la pensée des gens. C'est-à-dire qu'il faut inculquer donc, aux personnes que tous les actes qu'ils posent ont un impact sur l'environnement. Et si ça a un impact sur l'environnement, ça a un impact sur la santé des populations. Et donc aujourd'hui, à un moment donné, le gouvernement prendra donc ses responsabilités pour appliquer stricto sensus le code de l'environnement. C'est simple, c'est aussi simple. Hein? On a un code de l'environnement, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. Aujourd'hui, on ne peut plus pardonner que quelqu'un se mette dans un coin de rue et commence à polluer donc, l'environnement et rendre malade ceux qui sont autour de lui. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire. Donc, il faut changer la façon de faire. Il faut changer les actions. Il faut changer la façon de penser. C'est ça. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Président de la COP 15. Merci, Monsieur le PCO. Merci, Félix Boni, journaliste. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons très bientôt pour un autre débat. Restez sur RTI 1 pour la suite de ces programmes. Puis merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui ont permis que nous présentions ce soir ce bilan de la COP 15. À bientôt.